Cette histoire de Barbie, hein, le film qui est sur toutes les lèvres, hein, on en parle énormément. Alors, attention, qu'est-ce que c'est, hein? Brûlot féministe, éloge du fascisme rose, victoire du néo-capitalisme. La question est posée. Taisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Alors, pas de panique, hein, soyez bien d'accord. Ceux qui disent merde, ouais, tu vas parler de Barbie, on s'en bat les couilles. Alors oui, je ne peux pas vous donner tort. Cependant, je voulais revenir avec vous pour savoir ce que dit ce film de notre époque. Parce que pour tout de suite être clair avec vous et poser le contexte et évacuer en fait un argument, ce film n'est pas à prendre au second degré. Il est extrêmement premier degré. La réalisatrice elle-même, Greta Gerwig, l'a dit dans plusieurs interviews. Donc, partant de ce postulat, je voulais vraiment regarder le film pour ce qu'il est, pour ce qu'il dit de notre époque, et je voulais vous en parler indépendamment en fait de on aime, on n'aime pas, c'est-à-dire voilà. Après, on est dans l'ordre du subjectif, c'est culturel, donc libre à chacun d'apprécier ou pas. Mais je voulais quand même revenir avec vous là-dessus parce que c'est assez passionnant et finalement, ça en dit long de l'époque, ça en dit long du cinéma actuel. Alors, on parle d'un film, pour vous donner quelques éléments de contexte sur le film en lui-même, 145 millions de dollars de budget, hein, donc là, tu peux ouvrir une maison d'hôte en Savoie, là on est pas mal. Meilleur démarrage 2023 aux USA, grosse performance, hein, et meilleur démarrage de tous les temps pour un film réalisé par une femme. Alors ça, on s'en branle. Mais voilà, c'est les infos qui tournent. Il y a beaucoup de cette info-là est beaucoup relayée. Le film a fait l'objet d'une propagande, d'une campagne publicitaire, pardon, tout à fait satisfaisante, hein, tout à fait élégante, avec notamment cette affiche qui a beaucoup fait parler, l'affiche française du film. Hein, on voit Barbie, donc dans les rôles titres, je vais un peu vite parce que les éléments, ça a tellement été rabâché que l'histoire et compagnie, je vais vite le balayer. Les acteurs Margot Robbie, Ryan Gosling. On a également John Cena, on a Will Ferrell, on a un casting énorme. Il y a Dua Lipa qui joue une Barbie. Enfin, voilà. Mais bon, ça, à la limite, voilà, on donne les éléments rapidos. Mais l'affiche française a énormément fait parler parce que le titre, tu vois, Barbie, sous-titre, elle peut tout faire. Lui, c'est juste Ken. Avec le jeu de mots, hein, lui, virgule, c'est juste Ken. C'est apostrophe EST qu'on pourrait entendre. C'est du verbe savoir. Et Ken, du latin kenum, kenare, kenast, qui veut dire baiser. Voilà, tout simplement. Donc, lui, c'est juste Ken. Lui, c'est juste faire l'amour. Hein. Il ne sait juste que faire ça. Donc, voilà, on a eu un petit peu cette affiche qui a fait parler. Une campagne médiatique qu'il faut saluer parce qu'elle a été massive. Hein. On peut parler gentiment de propagande. Pour Rolling Stone, alors, on a eu des choses extrêmement mesurées. Hein. C'est pour ça que je vous dis il va falloir désenfler un petit peu tout ça. Le magazine Rolling Stone a parlé du blockbuster le plus subversif du 21e siècle. Donc, ah ouais, quand même, parce que moi je pensais qu'il y avait quand même La Môme et puis Taxi 5. Et apparemment, non, ils ont dit c'est celui-là. C'est celui-là. Donc attention. Et voilà. Donc l'histoire est tout à fait basique. À la limite, ça, c'est pas grave. Je veux dire, on savait très bien que pour Barbie, ça allait pas casser trois pattes à un canard, mais après tout, c'est pas grave, tu vois. L'histoire, c'est Barbie qui est à Barbieland où tout se passe bien. Les Barbie règnent, elles ont des postes super, elles sont avocates, cosmonautes, présidentes, ce que vous voulez. Les hommes sont juste des accessoires, ce qui suit plus ou moins l'histoire de la création de la poupée. Et en fait, un jour, Barbie, elle se dit merde, mais en fait, un jour, je vais mourir. Merde. Et là, ses copines Barbie, elles font comment ça, Barbie? Hein? Non, mais c'est bon, on refait la fête. Et là, elles refont la fête. Et après, Barbie, elle a de la cellulite. Et les pieds plats, ouais. Enfin, parce qu'elle est toujours sur des talons, elle enlève ses godasses, elle a les pieds plats. Donc voilà, le synopsis, sincèrement, voilà. À côté, un roman de Laetitia Colombani, c'est Interstellar, si tu veux. Donc voilà, voilà un peu pour le synopsis. Alors, je vais vous décortiquer point par point, en fait, ce que j'ai pensé de ce film, les réflexions que je voulais livrer avec vous. On a d'abord quelques petites pépites et après je prendrai vraiment, et c'est le titre, hein, de la séquence que je vous propose, est-ce qu'on est dans un éloge du fascisme rose ou la victoire définitive du néo-capitalisme, main dans la main avec le néo-féminisme? Il y a vraiment ces réflexions-là qu'il faut prendre au sérieux. Hein. Comme vous allez voir, c'est un film très premier degré qui est proposé comme tel et on n'est pas sur une caricature ou une parodie comme Y a-t-il un pilote dans l'avion, Hot Shot ou des films comme ça. On est vraiment sur quelque chose de très premier degré qui met en avant plusieurs idéologies et qui prétend les combattre. On va voir, pas sûr que le but soit atteint, à se demander si c'est pas même l'inverse. Alors,
on a quelques pépites pour vous donner des éléments. Je vais spoiler, hein, on va être très clair, j'en ai rien à foutre. Donc voilà, soit vous l'avez vu et c'est génial, soit là vous l'avez pas vu et c'est génial. Voilà. Mais je vous le dis juste que je vais spoiler. Il n'y aura pas de là maintenant, je spoil. Non, non, je spoil tout le temps. Voilà, on s'en fout. Donc, quelques petites pépites pour vous donner déjà l'ambiance. Alors, les décors, les machins, on va pas passer 3 heures là-dessus. Oui, c'est rose. Parce qu'en même temps, Barbie, c'est pas non plus Damar. C'est rouge, c'est flashy. Donc, on va pas faire 3 heures là-dessus. Le scénario, quand je vous dis qu'il est simple, je suis gentil. Parce que en vérité, la quête principale de Barbie, c'est d'aller dans le monde réel, dans le vrai monde, pour retrouver la fille qui jouait avec elle, pour aller chez Mattel aussi, les créateurs. Alors, le film coproduit par l'entreprise de jouets Mattel, on va y revenir sur cet aspect-là. Et Barbie va dans le monde réel pour en fait demander des comptes quoi et dire merde pourquoi j'ai de la cellulite. Donc déjà tu vois c'est le point de départ et le point final quand je vous dis que j'allais spoiler à la fin elle a une chatte. Non mais voilà, je suis désolé d'être un peu cru, mais le film se termine avec Margot Robbie alias Barbie, alias Barbara, c'est quoi le nom de la créatrice Barbara Handler, si je dis pas de conneries. Ta 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 ta. Ruth, voilà, Handler, Barbara Handler, qui était le nom de la fille de la créatrice de Barbie, Ruth Handler. Et Barbie, dans le film, à la fin, la dernière scène, Margot Robbie va chez le gynécologue. Voilà. Parce que les Barbies n'ont pas de sexe. Un petit peu comme les anges, on en reparlera. Et donc, voilà. Au début, elle a de la cellulite, à la fin, elle a une chatte. Donc c'est vrai que c'est pas... Bon, c'est pas... Comme je te dis, bon, c'est pas Les Misérables en termes de scénario. Bon, enfin si c'est misérable, mais c'est pas pareil. Donc ça fait partie des pépites. On a le vrai monde, hein, le fameux vrai monde. Donc Barbie qui passe en fait de Barbieland au vrai monde, mais le vrai monde c'est Venice Beach. Voilà, donc c'est quand même intéressant pour te donner l'espace conceptuel en fait de tout ça, mais même l'espace spatio-temporel. C'est-à-dire que le film te dit ouais, qu'est-ce que serait Barbie dans le vrai monde? En fait, t'es à Venice Beach. Honnêtement, j'aurais apprécié le film si Barbie allait à Kaboul. Voilà, là c'est une autre paire de manches. Donc bon, le vrai monde c'est Venice Beach, hein, ce qui déjà pour beaucoup de gens n'est pas le vrai monde en soi, mais qu'importe. Autre pépite, on a un personnage qui s'appelle Alan. Alors dans l'histoire du jouet, c'est le meilleur ami de Ken, hein, dans l'histoire des jouets qui ont été inventés. Rappelons quand même que la Barbie Ken était une sorte d'accessoire en fait. Hein. Une fois la Barbie, la poupée Barbie, le jouet Barbie sorti, c'était une sorte d'accessoire, un complément dans une belle logique marketing comme les rasoirs, hein, le modèle de Gillette, vendre le rasoir pas très cher, mais tous les accessoires nécessaires et indispensables qui eux font monter la note. Barbie c'était exactement pareil. Au départ, la poupée n'était pas très chère, c'était 3 $ à l'époque, et tous les accessoires permettaient de l'habiller, de faire ce que vous voulez. Et Ken était un accessoire. Le film reprend énormément cette logique-là, peut-être trop, mais bref, dans les personnages, dans les différents Ken, alors on en a un qui s'appelle Alan. Et Alan, il se fout de sa gueule. C'est le mec, il est complètement... tout le monde se fout de sa gueule, on ne sait pas s'il est homosexuel, on ne sait pas trop. Et Alan, parce que c'est quand même un film qui veut lutter contre les stéréotypes. Donc c'est l'argument numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Et Alan, il est roux. Voilà. Donc on se fout de sa gueule. Et il est père de 2 enfants. Donc il est bizarre. Voilà. Donc on y reviendra aussi là-dessus. Je vous donne quelques repères et après on va tout décortiquer. Autre petite pépite, on a à un moment donné une carte du monde qui est présentée chez un personnage qui s'appelle Barbie Bizarre, une sorte de Barbie. Alors ça pour le coup c'est plutôt sympa. Il y a plusieurs choses sympatoches, hein, qu'on soit bien d'accord. Je démonte pas tout, le film en soi se laisse regarder. Si on le prend au 14e degré et qu'on prend notre cerveau et qu'on le fout dans la boîte à popcorn, ça va. Par contre si tu le prends au premier degré, c'est une aberration. Il y a une Barbie qui s'appelle Barbie Bizarre et qui est en fait l'incarnation de toutes ces Barbies qui ont été martyrisées par les petites filles et les filles qui jouaient avec, qui leur coupaient les cheveux, qui machin, qui bidule. Et c'est une Barbie en fait, Barbie Bizarre est déjà allée dans le monde réel. Elle en est revenue avec cette tronche-là. Donc, on a ce personnage-là qui présente une carte du monde réel et on a sur la carte USA, Afrique, Asie. Tu dis merde, il n'y a pas l'Europe? Si, mais il n'y a que England. Tu vois, alors, c'est un détail en arrière-plan qu'on ne voit pas beaucoup, mais pour dire que c'est américain. C'est très américain. C'est trop américain. Mais voilà. Et autre petite pépite, alors, les placements de produits. Alors là,
On a Birkenstock, hein, ça a fait exploser les ventes en Chine, parce qu'il y a des Birkenstock roses à un moment donné, on en reparlera de ça. Il y a Chanel, bah ouais, parce qu'en fait, tu dénonces le patriarcat et tu fais des placements de produits avec l'entreprise d'un des plus gros milliardaires du monde, Bernard Arnault, tu vois, de LVMH. Voilà, tu as des trucs comme ça, c'est que du plaisir. Mais on va y aller maintenant point par point. Voilà, c'était pour les petites pépites, quelques éléments comme ça. Déjà, la réalisatrice. Donc, Greta Gerwig est une réalisatrice américaine, bien connue dans le cinéma indépendant américain, qui a fait des films comme Lady Bird, des choses comme ça, qui ont été très remarquées, qui est vraiment très appréciée par la critique, qui bosse en duo avec son mec Noah, comment il s'appelle, Noah Schembach ou quelque chose comme ça, attends, bouge pas. Celui qui a réalisé Marriage Story pour Netflix, j'ai oublié son nom, Noah Baumbach ou Baumbach, je sais pas comment on dit. Noah Baumbach, et donc ils sont mariés en fait les deux. Ils sont mariés et enfin ils sont en couple. Je sais pas s'ils sont mariés puis on s'en bat les couilles. Mais voilà, donc Greta Gerwig, voilà, connue pour le cinéma indépendant, connue pour des films engagés, très féministes. Elle a tourné par exemple une reprise des 4 filles du Docteur March où elle reprend l'histoire originale pour injecter un petit peu de féminisme et tout ça. Et donc, tu vois, quelqu'un d'engagé, hein, qui a été estampillé, en plus réalisatrice post-MeToo. Alors ça, on ne sait pas pourquoi. Alors, au détail près, hein, pour vous dire que la supercherie commence très tôt, en fait, avant même le début du film, au détail près que elle a déjà tourné avec Woody Allen dans le film To Rome with Love. Mais bon, dans le Figaro, hein, le 11 janvier 2018, qui reprend un interview qu'elle avait donné à l'époque, elle explique que si j'avais su ce que je sais maintenant, je n'aurais pas joué dans le film. Voilà, je n'ai plus travaillé pour lui depuis et je ne travaillerai plus pour lui. Elle a dit, voilà, elle savait pas, en fait. Les accusations contre Woody Allen, bon, qui datent de 30-40 ans, mais elle a dit, elle savait pas. Elle a dit, elle savait pas. Non. Donc on a une sorte de chouchoute du cinéma américain. Bon, alors quand elle t'explique en fait qu'elle lutte contre tout ça et tout, quand tu tournes avec Woody Allen et en plus derrière en arguant que tu n'étais pas au courant, c'est un peu moyenasse. Mais bon, qu'importe. Ensuite, parmi les déclarations, pour vous dire que ce film est premier degré, j'ai regardé beaucoup d'interviews de la réalisatrice et on a par exemple un interview pour LCI qui a été donné il y a environ un mois avant la sortie du film. Parce que le problème de ce film, c'est qu'on ne sait pas par quel bout le prendre. Premier degré, second degré, est-ce que c'est féministe? Est-ce que c'est un discours pour l'égalité homme-femme plutôt? On ne sait pas en fait. Et la réalisatrice elle-même entretient ce flou. Elle a déclaré dans cette interview, elle dit « Peu importe ce que vous imaginez à propos de ce film, ce n'est pas ça ». Donc en fait, on a un film qui est gender fluide apparemment. Non, mais on connaissait pas. Voilà, c'est un movie fluide. C'est-à-dire que apparemment, ça veut dire ça veut dire absolument ce que tu veux. Tu fous ce que tu veux dedans. Parce que toi, t'es réactionnaire et conservateur, tu te dis un film, il y a un scénario, une histoire, un message. 2 ou 3, si parfois ça va un peu long. Enfin, quelques-uns, bien sûr, soyons pas cons non plus. Mais là, en fait, c'est chacun pense ce qu'il veut. Donc, il n'y a pas de problème. Et après, tu as des réponses, bon, tu comprends rien. Ça, je sais pas si c'est la traduction ou quoi. Interview pour le JDD, hein, donc pareil, c'était le 10 août 2023. À la question souffrez-vous toujours du sexisme à Hollywood? Elle dit « Tout est résolu. Évidemment, c'est une blague. Je suis reconnaissante envers les femmes qui m'ont précédé et ouvert la voie, qui ont rendu possible ma carrière et le fait que les studios m'emploient pour des blockbusters. J'espère à mon tour faciliter les choses pour celles qui m'emboîteront le pas. Cela reste un business. Toutes les décisions sont prises en fonction de ce paramètre pour faire du profit. Barbie ne ressemble à rien d'autre. C'est sauvage et fou. Je sors du cadre, alors je trouve merveilleux qu'on me laisse m'exprimer librement. » Donc, cette déclaration, elle est très importante parce qu'elle symbolise le film. C'est à la fois très pertinent, très froid sur l'époque, hein, c'est-à-dire que l'idéologie au service du dollar, l'idéologie au service du pognon, dans un discours qui n'a aucun sens, qui n'a ni queue ni tête, et on va petit à petit en fait le regarder, on va petit à petit décortiquer les grandes lignes, hein, que j'ai trouvées dans ce film-là, les grandes lignes qui m'ont marqué. Et pour vous le dire en préambule, avant de prendre chaque grande ligne, on a un film qui est très honnête en fait. Si vous le prenez au premier degré, c'est très honnête. Les gens qui ont vu de la misandrie, qui ont vu du féminisme, qui ont vu tout ça, je pense que tout le monde se fout le doigt dans le pif. Parce qu'en fait, on a un shaker avec toutes les idéologies du moment qui est foutu sur la table au service d'une multinationale qui n'est là que pour faire que du pognon et qui en rit. Et c'est le premier point, la première grande ligne que je voulais évoquer avec vous, c'est la victoire par chaos du capitalisme. Ce film est vraiment une victoire par chaos de ce que le capitalisme peut faire de pire.
on a déjà le film en tant que tel, Mattel, donc l'entreprise qui fabrique la Barbie, immense entreprise du secteur du jouet et du divertissement, coproduit le film avec la Warner Bros. Et ils se mettent en scène. C'est-à-dire que l'entreprise Mattel est clairement mise en scène. Tous les jouets, toutes les marques de jouets Mattel sont dans le film. Ils annoncent d'ailleurs 14 futurs films à venir sur les jouets Mattel. Donc on est sur un business naissant, comme d'ailleurs Nintendo peut le faire. On a eu un Mario Bros il n'y a pas longtemps. Enfin, ça devient un peu une tendance, hein. C'est dire le niveau d'inventivité du cinoche, mais ça c'est autre chose. On a on a le capitalisme qui filme le capitalisme, si vous voulez, qui se met en scène lui-même comme une vidéo de vacances un peu cool où on se fait marrer, quoi. Et donc dans le film, on a beaucoup de scènes se passent dans la tour Mattel, au siège de l'entreprise Mattel. On voit le comité de direction avec Will Ferrell qui joue le PDG de Mattel. Donc on voit à quel point, si vous voulez, on en avait déjà parlé, hein. C'est-à-dire ce capitalisme qui est devenu tellement fort qu'il encourage et finance sa propre critique. Le symbole parfait de tout ça, c'est quand on vous vend des briquets de Che Guevara. Normalement, fin de l'époque, en fait. C'est fini, en fait. Vous avez perdu la partie. C'est comme dans un jeu vidéo, vous avez perdu la partie. Vous ne pouvez plus jouer. Le capitalisme a gagné. Il finance sa propre critique. Un personnage comme Greta Thunberg, encore une Greta Thunberg, pardon, est un personnage qui est érigé par le capitalisme, alors que Thunberg porte une critique anti-capitalisme. Donc c'est dire le niveau de supercherie, si vous voulez. On n'a pas attendu le film Barbie pour s'en rendre compte. Mais là, aujourd'hui, on a ce discours-là, qui était déjà prégnant dans le cinéma américain, et dans l'industrie du cinéma, on va dire. Hollywood en est l'un des parfaits représentants, l'une des parfaites images. Mais là c'est clairement assumé. C'est-à-dire, le capitalisme se met en scène, se moque de lui-même et en plus réinvente le réel. On a Mattel, en fait, qui raconte n'importe quoi. On en reparlera juste après, sur l'historique des poupées. Dès le début du film, hein, on a une scène qui vous explique que Mattel a toujours tout fait pour s'adapter et proposer des poupées avec des couleurs de peau différentes, des poupées handicapées, des poupées ce que vous voulez. Ça n'est pas vrai. Les poupées à corps différents, parce que les fameuses dimensions de Barbie qui étaient impossibles, on s'en fout. Les poupées à corps différents, avec des corpulences différentes, datent de 2016 aux États-Unis. Donc, je veux dire, on a en plus le capitalisme devenu tellement puissant qu'il raconte une autre histoire. Et qu'il vend ça à des gogos comme moi qui payent leur place pour aller entendre ce discours. Donc, c'est vraiment très intéressant de le voir. De constater ça. La réinvention du réel va tellement loin que quand Mattel se fout de sa propre gueule en montrant un comité directeur avec que des hommes complètement abrutis derrière Will Ferrell, alors excellent Will Ferrell, mais qui joue un PDG un peu ahuri, on ne comprend pas trop, mais en fait même ça c'est faux. Regardez le comité directeur de Mattel aujourd'hui, on a 4 femmes. 4 femmes pour 4, 8, 9, 10, 11 postes. Donc c'est quasiment la parité. Donc en plus, même dans les vannes qu'ils font, ça tape à côté, en fait. Ils se foutent de leur gueule et ils réinventent le réel. Rien ne va, rien ne va. Et donc, on a des tentatives d'ironie sur l'entreprise, mais quand je vous dis que tout ça est extrêmement premier degré, c'est assumé, hein. On a par exemple Will Ferrell, à un moment donné, on évoque la possibilité d'un certain type de poupée Barbie à mettre sur le marché. Je crois que c'est une Barbie dépressive ou un truc comme ça. Dans le film, hein, il y a un échange de dialogue comme ça. Et le PDG de Mattel dit « Ah non, on va pas faire ça, laissez tomber ». Un de ses gars lui dit « Ah si, par contre, ça peut rapporter beaucoup de pognon ». Et Will Ferrell dit « Alors ok, on va le faire ». Tu vois. Donc c'est assez con, hein. Effectivement, les dialogues, c'est pas Audiard, mais c'est assumé, tu vois, c'est assumé. Ce film est le règne du pognon qui se filme lui-même et qui se réinvente lui-même et qui raconte une autre histoire tout seul. Et c'est assumé dans le film. Et je pense que c'est très premier degré. Il n'y a pas de vanne, là-dessus. Pour un film qui a déjà dépassé le premier milliard de recettes, hein, $1 milliard déjà de recettes. C'est énorme, c'est énorme. Donc, on a ça sur cette critique-là. Alors, bien sûr, hein, la lutte des classes est complètement oubliée, parce que avant de sombrer dans ce que la Barbie, en tant que poupée, a pu faire aux femmes, hein, sur les questions d'apparence, sur les questions d'acceptation et tout ça, bah déjà, il faut s'en acheter une de Barbie. Donc, on aurait pu avoir cette question-là dans le film. Elle est complètement balayée. Pourtant, c'est un film qui se prétend social, qui va chercher beaucoup de causes. On voit qu'il y a un choix qui est fait, hein. La lutte des classes n'existe pas, en fait. Dans le monde de Barbie, il n'y a pas de lutte des classes. Même quand ils arrivent dans le monde réel, dans le vrai monde,
c'est Venice Beach. Donc, je veux dire, quand je disais tout à l'heure, j'aurais aimé que Barbie arrive à Kaboul, j'étais très sérieux. Parce que c'est vrai qu'une lapidation à filmer, c'est pas évident, mais ça existe, tu vois. Donc, après, je comprends, c'est pas super drôle, tu vois. Mais d'ailleurs, ça l'est pas non plus là, mais bon, foutu pour foutu, tu vois. Et par contre, ce qui est très intéressant, c'est que la lutte des classes a été complètement remplacée par la lutte des sexes. On a un film où c'est clairement, et on va y venir, c'est le deuxième point que je voulais, la deuxième grande ligne que je voulais évoquer avec vous. On a un film qui assume clairement la notion de guerre des sexes. Pour vous raconter dans l'histoire, on a en fait dans Barbieland, ce sont les femmes, si vous voulez, qui ont tous les postes, qui ont tout ça. Ken est relayé à son rôle d'accessoire. Donc en fait, il passe sa journée à faire du surf, on ne sait même pas où il dort, on ne sait rien de lui. Donc dans la mesure où c'est un accessoire, et beaucoup de critiques féministes qui ont vu le film ont dit « Ah ben c'est génial, Ken est un accessoire, les femmes peuvent se débrouiller tout seuls ». Mais en fait, dans la mesure où c'est un accessoire, il n'y a pas de matriarcat, vu que l'homme en tant que tel n'existe pas. L'homme est un véritable objet, pour le coup. Donc, en plus, ça ne tient même pas, en fait. Si on l'analyse sérieusement, le film ne tient même pas sur les béquilles qu'il prétend avoir. Donc, on a ce discours-là, mais par contre, dans le film, donc, vous voyez en fait Barbie qui va dans le vrai monde, Ken qui découvre le patriarcat, on va y venir, et les deux reviennent. Enfin, Barbie revient quelques temps après Ken, et Ken a pris le pouvoir dans Barbieland. Donc le patriarcat a pris le pouvoir, tu sais, dans une critique super balèze, tu vois. Et on en reparlera aussi de comment ça s'est passé. Et Barbie arrive, et il y a à un moment donné ce dialogue où elle dit « Oh, mais quand même, c'était mieux. » Elle se met à pleurer, et elle dit « C'était mieux avant, il faut absolument qu'on lutte contre ça. » Mais en fait, avant, c'était pareil à l'envers. C'était le matriarcat. Donc on a un film qui regrette, en fait, qui regrette complètement que ça ne soit pas les femmes qui dirigent. Donc on n'est plus dans le féminisme. Enfin, on n'est plus dans l'égalité femmes-hommes, pardon. On est dans une guerre des sexes, peut-être symbolique certes, mais on est dans la volonté que les femmes dominent. Donc voilà aussi ce que peut être le néo-féminisme dans son visage le plus débile, hein, qu'on soit bien d'accord. Loin de moi de faire de ce film un des porte-étendards du féminisme actuel, mais quand même, quoi. Ça en dit très long. Ça en dit très long. Donc pour revenir et finir là-dessus, on se rend compte que la lutte des classes est complètement oubliée. Toutes les femmes doivent acheter du Barbie. Elles peuvent être des femmes comme elles veulent, mais il faut du Barbie, quoi. Donc là-dessus, on arrive à un deuxième point un petit peu plus coton, le fascisme rose. Il y a une scène dans le film, je vous jure, j'étais avec plusieurs copains et copines, je vous jure que j'ai eu un fou rire. Quelques personnes sont retournées en disant il est con ou quoi. Et oui, effectivement, le constat n'était pas complètement faux. Mais il y a une scène, donc un personnage qui s'appelle Sacha, qui est une jeune fille de 14-15 ans dans le vrai monde, qui est la fille d'une employée de Mattel qui fait des dessins. C'est elle qui propose la Barbie dépressive. Et Barbie arrive dans le vrai monde, donc elle est habillée en rose, c'est tout dégueulasse, bref. Et la jeune fille de 14-15 ans, on dirait du Greta Thunberg, hein, elle lui dit ouais. Elle lui fait la morale, quoi. Dans ce que voilà, maintenant les jeunes font, hein, les jeunes qui font la morale aux adultes, qui ont tout compris, qui sont engagés et tout. Et la jeune fille lui dit, ce qui en soi n'est pas complètement faux, elle lui dit voilà, t'es le symbole de l'oppression des femmes, les femmes voulaient te ressembler, nanani, nanana, et tout ça. Et elle finit sa tirade. Alors, tu crois entendre Greta Thunberg, hein, vraiment. Et elle finit sa tirade en disant tu es fasciste. Ah là, j'ai ri. Là, j'ai ri. Parce que franchement, quand je vous dis que c'est caricatural et que c'est que des buts contre son camp, on est aussi là-dessus, quoi. Je veux dire, Barbie, la fasciste, en fait. Dans une époque où tout est fasciste et à une époque où, quand le fascisme pointe son vrai visage, on ne le voit plus. CF, les mesures sanitaires, tu vois. Quand on disait un pan de la population n'a plus les mêmes droits. Tu sais, cette époque qui voit du fascisme partout, mais quand il y en a vraiment qui ferment les yeux, la tuile, en fait. La tuilasse. Donc là, même Barbie est fasciste, si tu veux. Et ce qui est super intéressant, et là encore, peut-être que je suis trop premier degré, j'en conviens, mais ce qui est très intéressant, donc, c'est que ce personnage de Sacha qui dit ça, 10-15 minutes après, par la magie du scénario en bois, sa mère doit se rendre à Barbieland pour sauver Barbie, je sais pas quoi, on s'en branle. Et sa fille, donc Sacha, la fameuse Sacha, l'antifasciste primaire, qui fait de Barbie la nièce de Mussolini, elle dit à sa mère oh quand même hein bon allez je viens avec toi on va sauver Barbie. Alors du coup qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il y a deux possibilités, soit elle est d'accord pour sauver le fascisme et là c'est pas ouf, soit c'est l'image des jeunes qui ont des convictions de merde en fait, tu sais les jeunes que tu peux retourner comme ça en 20 minutes parce que leurs convictions sont débiles. Quel message ça envoie si on est premier degré là-dessus, et en plus sur un personnage féminin?
Donc est-ce à croire que les jeunes femmes sont fascistes et ou qu'elles n'ont que leurs convictions ont la solidité du polystyrène. Donc ça, c'est une scène qui m'a rendu fou, mais la question du fascisme est évoquée. Donc il faut être premier degré. On a un personnage qui dit ça. Alors peut-être qu'on fait passer les jeunes pour des abrutis, comme je vous explique, mais en attendant, le fascisme est évoqué dans le film. C'est absolument dingue. Et si on file la métaphore jusqu'au bout, avec l'un des piliers du fascisme, qui est la construction d'un homme nouveau, le projet en fait comment dire, de rendre l'homme avec un H majuscule malléable, c'est-à-dire de façonner l'être humain pour qu'il corresponde aux valeurs portées par le régime fasciste, le film est très intéressant là-dessus. Par exemple, il n'y a aucun rapport à la filiation. C'est-à-dire que, alors effectivement, Barbie n'a pas de sexe, Ken n'a pas de sexe, on comprend à la rigueur que la question du sexe ne soit pas évoquée concernant les poupées, mais c'est quand même le scénario. C'est-à-dire que Barbie veut aller dans le vrai monde pour découvrir tout ça. Ça n'est jamais évoqué. On a une scène d'ouverture qui parodie 2001 l'Odyssée de l'espace, la scène d'ouverture de 2001 de l'Odyssée de l'espace avec le singe qui tape avec des os. Et là, en fait, on a des petites filles de 4-5 ans qui jouent avec des poupons et elles voient une immense Barbie gigantesque devant elles. Elles prennent les poupons et elles les éclatent au sol. Tu vois. Alors, on a eu il n'y a pas longtemps au Festival d'Avignon des bébés qui étaient embrochés. Sincèrement, alors là encore, peut-être que c'est un peu capillotracté, mais j'ai trouvé cette scène d'entrée choquante. Et quand on voit le message du film, où en fait la question de la filiation n'est jamais posée, c'est à peine si on parle des femmes et on parle des mères et des enfants. Parce que forcément, les Barbies, on y joue quand on est enfant. Mais sinon, c'est très timide, très très timide. On a une poupée Barbie qui s'appelle Midge, qui est la Barbie enceinte. Elle est rejetée dans le film. Il y a des vannes. Les Barbies se foutent de leur gueule. À un moment donné, le PDG de Mattel qui arrive dans Barbieland vers la fin du film se retourne, il la voit, il a peur. Tu vois. Il dit elle existe encore, elle. On a la question de la femme enceinte qui est rejetée. Femme enceinte en couple avec le fameux Alan dont je vous parlais tout à l'heure. Le Ken roux qui est donc le père de 2 enfants avec Midge. Donc est-ce que c'est une vanne parmi tant d'autres? Mais dans un film qui se prétend idéologisé et qui prétend défendre des idéologies, moi, volontiers, je prends tout au pied de la lettre. Et donc, on a la famille qui est rejetée. Que ce soit Alan ou Midge, la figure de la famille est rejetée. Donc, cette question de la filiation, elle est centrale. Pareil pour un personnage qui s'appelle Gloria, qui est la mère de Sacha dont je vous parlais. À un moment donné, elle fait un dérapage à la con. Alors, elle conduit une voiture thermique, d'ailleurs, pour l'anecdote, mais bon, ça, on s'en branle. On ne peut pas mettre non plus toutes les idéologies du moment, ça se verrait. Sa fille, Sacha, lui dit qui t'a appris à conduire comme ça? Et elle dit un homme, comme ça. Elle dit pas ton père. Elle dit la notion de père n'existe pas. Dans le film, si je dis pas de conneries, il n'y a pas une seule fois le mot père. Pourtant, qui offre les jouets à Noël, ce sont les parents, c'est papa, maman. Ce sont des choses qui ne sont pas complètement déconnantes, si tu veux. Et en fait, ça n'existe pas. Dans Barbie, ça n'existe pas. Il n'y a pas cette notion-là. Barbie, elle veut aller dans le vrai monde pour connaître la vraie vie. Pourquoi? Avoir les pieds plats et avoir de la cellulite. Mais jamais elle te dit c'est pour avoir un enfant. Tu vois. Ce qui est quand même bon dans la vie d'une femme, ça peut arriver. C'est pas obligatoire, mais ça peut arriver. Donc je trouve ça très intéressant. C'est que on a quand même un côté, si on file la métaphore du fascisme qui est évoquée dans le film, c'est pour ça que je le fais, sinon je le ferais pas de moi-même, on a quand même cette logique-là qui est de dire, au fond, alors on a le discours à la fin, tout bidon, comme d'hab, soyez comme vous êtes, chacun trouve son identité, pas de problème. Mais au fond, chacun trouve son identité dans les standards proposés par Barbie. On a une Barbie noire, une Barbie enceinte, une Barbie handicapée, mais ça reste quand même des stéréotypes. Donc on est face à un film qui prétend combattre les stéréotypes en les renforçant. Parce qu'une Barbie, vous pouvez étendre la gamme de jouets et en faire 10, 15, 20 différentes, ça reste un stéréotype d'une Barbie handicapée. Mais vous prenez tous les gens en fauteuil roulant, à chaque fois, vous avez une personne différente. Donc, c'est là où je trouve que finalement, le côté fasciste de ce film se retrouve. C'est-à-dire qu'on a ce discours suranné qu'on a entendu 1000 fois de « venez comme vous êtes », qui est McDonald's et les écolos, le nouveau slogan du parti Les écologistes. Mais au fond, venez comme vous êtes dans la dimension qu'on choisit pour vous. Venez comme vous êtes en ayant acheté une Barbie. Venez comme vous êtes en ayant choisi la Barbie qui vous correspond. Donc on a quand même, c'est là qu'on comprend toute la supercherie en fait de ce discours-là de venez comme vous êtes, qui est en fait une standardisation encore plus poussée des individus.
qu'on le veuille ou non. Donc ce discours-là, venez comme vous êtes, on le retrouve beaucoup. On a un diktat des bons comportements tout au long du film qui est hallucinant. C'est-à-dire ce que devrait être un couple, ce que doit être une femme, ce que doit être un homme. C'est-à-dire, tout le monde en prend pour son grade. C'est là où je vous dis que ce film, pour moi, n'est absolument pas féministe. On en reparlera. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc par contre, sur le côté fascisme rose, je crois qu'il y a vraiment quelque chose à dire. Si on continue tout à fait gentiment avec la question du féminisme. Alors, ok, voilà, c'est le drapeau, c'est le film féministe, Barbie féministe, il faut aller voir Barbie féministe. Alors, sincèrement, je pense que déjà, Simone Veil, Olympe de Gouges et consorts se retournent dans leur tombe, parce que on a un film qui est vendu comme tel, qui est vendu, parce qu'on est dans le marketing. Une entreprise qui fait un film sur elle-même, je suis désolé, mais ça s'appelle une publicité, ça s'est jamais appelé un film, donc il faut appeler un chat et une chatte en l'occurrence. Là, on a du faux féminisme qui est poussé à son paroxysme. C'est-à-dire qu'on a une scène, par exemple, mais qui est... comment qu'il s'appelle le gars qui fait des films avec des plans sur la nature pendant des heures, là. Bon, je sais plus, qu'importe. On a une espèce de mélange avec... en gros, quand Barbie et Ken arrivent dans le vrai monde, vous avez une compile comme ça de 2 séquences avec les hommes, ce qui représente les hommes. Donc, il y a des hommes sur les billets de dollars, tu vois, donc c'est pas bien. Il y a les hommes, ils font du cheval. Enfin, on voit des trucs, mais les plus gros clichés. Et puis après, tu as les plus gros clichés des femmes. Bah, tu vois Barbie qui réfléchit et qui voit un arbre. Et puis des mamans, et puis des femmes, et des petites filles qui courent, tu vois. Tu dis non, tu dis c'est pas sérieux, quoi. Si. Et donc tu sais, on t'explique en gros, l'homme c'est l'argent, faire du cheval, les armes et les muscles. La femme c'est les arbres et la réflexion, tu vois. Donc tu sais, t'as quelque chose qui est un tout petit peu manichéen, mais vraiment un chouïa, tu vois. Mais quand même, ce qui est intéressant pour dire à quel point ça tape à côté, mais c'est à se demander si quelqu'un a bossé le scénario. Vous avez dans le film, à un moment donné, un personnage, elle est jouée parce qu'elle est morte, un personnage qui joue la créatrice de Barbie, Ruth Handler. Alors Ruth Handler, on va en reparler. C'est-à-dire qu'on vous explique dans le film que globalement, l'homme aime le pognon et la femme aime la nature. Alors Ruth Handler, c'est quand même quelqu'un qui a fraudé le fisc, tu vois. Mais sauvagement, et qui a été viré d'ailleurs du groupe, de l'entreprise qu'elle gérait par rapport à ça. On va en reparler juste après, sur tout ce que le film ne dit pas. Mais pour vous dire à quel point... Ils essaient de poser un manichéisme bidon, je veux dire, qui ne fait plaisir qu'à Rémi Leleu, les féminismes en bois, quoi, si vous voulez. Comment elle s'appelle, l'autre Alice Coffin, des gens comme ça. Il y a que ces gens-là pour trouver ça crédible. Et le film se prend les pieds dans le tapis, tellement il s'enfonce dans une idéologie qui ne tient pas. Ce néo-féminisme qui ne tient pas. Et donc, pour vous parler de ça, donc, sur la question féministe, en fait, dans le film, qui n'existe pas, c'est un but contre son camp tout le long. On a, par exemple, une question qui est assumée, qui est celle du capital sexuel des femmes. Ça, par exemple, c'est une réflexion qu'on peut retrouver chez Alain Soral, qu'on peut retrouver dans, pour le coup, les vrais virilistes, les vrais masculinistes, qui existaient avant que ça excite Sandrine Rousseau. C'est-à-dire l'idée qui veut que par le choix que les femmes ont de leur partenaire sexuel, les femmes détiennent un pouvoir symbolique qui est celui-ci, qui est celui de pouvoir contrôler d'une certaine manière la misère sexuelle des hommes, et donc d'en faire une monnaie d'échange capitalistique. Je la fais courte, mais pour faire plus simple, vous allez sur Tinder, faites un jeu, vous créez un faux profil féminin, vous créez un faux profil masculin, vous allez voir le nombre de demandes. C'est hallucinant, c'est complètement hallucinant. Et cette idée-là provient des milieux les plus masculinistes, mais vraiment, c'est pas le truc qu'on se dit pour se faire peur, tu vois. Et là, dans le film, elle est complètement acceptée. Dans le film, à la fin, vous avez donc Ken a pris le pouvoir, il a installé le patriarcat à Barbieland, et les femmes se réunissent et elles se disent qu'est-ce qu'on va faire pour faire tomber le patriarcat? En fait, c'est simple, on va séduire chacun un Ken. Et au moment de Ken, sans mauvais jeu de mots, en fait, on va tous changer de Ken. Comme ça, ils vont être jaloux, ils vont se taper sur la gueule. Et c'est ce qui se passe, c'est effectivement dans une scène un peu assez rigolote, tout n'est pas acheté. Ryan Gosling est excellent, par exemple, c'est très sympa, mais il y a une scène, ils sont tous autour d'un feu de camp, et effectivement, on voit les Barbies qui changent de Ken, ils se regardent tous un peu énervés, après ils font la guerre. Et le film t'explique, vous avez vu, les hommes, ils font la guerre.
Bah oui, mais ils font la guerre parce que ils sont jaloux à cause des femmes qui ont changé de partenaire. Donc en plus, on a un discours parmi les discours les plus anti-féministes qu'on peut trouver aujourd'hui. C'est-à-dire la reconnaissance du capital symbolique qui est celui du monopole de la sexualité que détiennent les femmes. En tout cas, sur laquelle les femmes ont la main. Donc c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et ça, c'est une théorie qui effectivement est anti-féministe. Ça, on peut le dire, tu vois. Et non. Et dans le film, ils te le mettent. Et en plus, derrière, pour te faire rentrer au chausse-cul l'idée que les hommes veulent faire la guerre. Mais du coup, si tu le prends premier degré, là encore, tu dis, attends, waouh, pourquoi ils en arrivent à faire ce conflit? Alors qu'au départ, ils ne sont que des accessoires qui ne servent à rien. Donc, c'est hallucinant, c'est hallucinant. Je vois un message dans le chat qui dit c'est juste un film, faut pas vouloir moraliser, mais c'est ce que fait le film. C'est pour ça que, comme je l'ai dit plusieurs fois, je me mets à niveau. C'est la démarche du film que de vouloir éclairer ces débats-là. Donc dans ce cas-là, il faut le regarder sérieusement, il faut le regarder pour ce que c'est. J'ai pas fait une telle analyse sur Camping 2, qu'on soit bien d'accord. Donc pour continuer sur la partie sur vraiment le but contre son camp, le but contre le féminisme qu'est ce film, on n'a en fait pas d'égalitarisme, ça je l'ai déjà dit. Le but n'est pas du tout l'égalité femmes-hommes, comme on vous dit. Le but est l'inversion, donc c'est-à-dire l'installation du matriarcat où les femmes dominent et les hommes sont soumis. Alors, bien évidemment, parce que c'est vrai que l'attaque peut vite arriver de dire ah oui, mais t'es un homme, ça t'a heurté dans ta masculinité, donc tu n'aimes pas le film. Qu'on soit bien d'accord, je préfère largement lire des livres sérieux sur ces questions-là. Je préfère largement lire des témoignages de femmes, lire des éléments sérieux qui renseignent sur la réalité des inégalités femmes-hommes que voir ce film, qui va à l'encontre en fait de ce message-là. Et ce que je vous dis, ça n'est pas une réaction d'homme ou quoi. C'est une réaction de citoyen. Peut-être qu'il y a une sensibilité masculine qui joue, ça je ne le nie pas non plus. Mais je ne suis pas certain que les femmes s'en sortent grandies. Et on va voir pour d'autres points. Donc on a voilà en fait un objectif qui est pas du tout, qui est celui en fait de dupliquer le patriarcat pour l'inverser. Mais ça ne règle pas le problème. Il n'y aura toujours pas d'égalité. Ce sera un conflit permanent. Mais un conflit qui rapporte là plus d'1 milliard de dollars. Donc ça fait plaisir. On continue. Alors pareil, une scène mais qui est sidérante, de bêtises. Il y a encore 2 choses que je vais vous dire sur la question du féminisme. Donc, Ken a pris le pouvoir avec le patriarcat qui est à Barbieland. Les Barbies qui ont réussi à pas être comme ça endoctrinées par les hommes mettent en place une stratégie pour reprogrammer, c'est le terme, pour reprogrammer les Barbies qui sont désormais au service des Ken. Elles les enlèvent. Mais vraiment, elles ont une camionnette, alors qui est rose, c'est sympathique, t'as des étoiles, t'as tout ce que tu veux. Elles les enlèvent, elles les prennent, elles les capturent, elles les mettent dans le fourgon. Elles leur disent des phrases du genre « Ah, mais en fait, tu peux être plus forte que ça, tu peux être avocate, tu peux être machin, tu peux faire bidule. » Elles disent « Ah !» Et puis, tu sais qu'elles sont comme ça, désenvoûtées. « Ah, d'accord. » Puis après, elles sortent et c'est bon. Et on a une des Barbies qui dit, mais une phrase qui est hallucinante, qui dit « De toute façon, le destin d'une femme, soit c'est d'être... je crois que c'est programmé le terme, je ne veux pas me tromper là-dessus. Soit c'est d'être programmé, soit c'est d'être moche et repoussé, quoi. » Mais on a des trucs, tu te dis, mais donc en fait, la femme est simplement un être au cerveau vide et dans lequel il faut glisser l'idéologie qui vous plaît. Parce que pour quitter le patriarcat, on a des Barbies qui reprogramment. Donc en fait, les femmes ne sont jamais aptes à penser par elles-mêmes. C'est-à-dire qu'une femme qui sert une bière à son mari, c'est automatiquement une femme qui est matrixée, qui est envoûtée, qui n'a plus de prise avec le réel. Donc si ça, c'est un discours féministe, je ne suis pas certain, quoi. Je ne suis pas certain. Et un dernier point, pour vous dire, on a beaucoup parlé de sororité autour de ce film, qui est l'équivalent de la fraternité, mais entre les femmes, au niveau des sœurs, le suffixe sœur. On a cette fameuse Barbie bizarre que je vous parlais tout à l'heure. En fait... Effectivement, c'est symbolique, je m'arrête sur une séquence, mais qui en dit long? Parce que c'est le but du film aussi d'éclairer et que ces séquences-là résonnent. Elle lui dit, en gros, dans une scène qui est un peu un postiche de Matrix, qui est assez marrant, elle prend un escarpin et elle prend une Birkenstock, et elle lui dit, est-ce que tu veux rester dans le monde de Barbie ou aller voir le réel, je sais pas quoi, tu vois. Et Barbie, au départ, lui dit, elle prend l'escarpin, elle dit, non, moi je veux rester là, tout se passe bien, j'ai pas de problème dans ma vie. Et la Barbie bizarre lui dit, non, mais en fait t'as pas le choix, en fait, tu vas aller dans le vrai monde. Donc, tu vois, un film qui met en avant le fait que c'est à cause des hommes que les femmes n'ont jamais de choix, qu'elles sont contrôlées, qu'elles sont cadenassées, en fait, apparemment pas. Parce que tu as la fameuse Barbie bizarre qui ne laisse pas le choix à Barbie. Donc on voit bien que même les femmes entre elles,
Bah, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Donc, mais ça, c'est la vraie vie. Ça s'appelle juste la nuance, tu vois. Mais sauf que le film l'a tellement oublié. Mais c'est comme quand vous avez des trous dans une baignoire. Vous pouvez pas mettre vos mains partout. Donc le film est rattrapé par un petit peu de bon sens qui dit mais en fait les femmes gentilles, les hommes méchants, ça tient pas la route, personne n'y croit, tu vois. Et encore moins quand c'est vendu par Hollywood qui a caché pendant des décennies le scandale Epstein, si tu veux. Donc le scandale Weinstein, pardon. Donc c'est complètement aberrant. Donc on continue sur la conclusion. Il y a plein d'éléments je voulais vous donner quelques réactions médiatiques autour de ce film, certaines très éclairantes. Et on arrivera à la fin, je ne vais pas faire trop long non plus, mais j'aime bien de temps en temps des petites analyses comme ça. C'est pas tous les jours. Alors, je vous l'ai dit, la lecture pour moi est obligatoirement au premier degré. Alors, il y a quand même une nuance à la fin. Alors, je ne sais pas si ceux qui l'ont vu, hein, n'hésitez pas à dire dans le chat, en commentaire, ce que vous en pensez. À la fin, on a quand même cet échange où Ken et Barbie, en gros, se réconcilient. Et Ken se rend compte qu'il peut avoir une identité propre sans être en couple avec Barbie, qu'il peut se situer sans Barbie. Bon. Alors, il y a des discours, comme beaucoup de gens, hein, de réactions dans les critiques, on dit c'est quand même de la nuance, ça démontre qu'au fond, femmes et hommes, tout le monde peut se situer comme il veut, et que d'une certaine manière, le film est assez ouvert là-dessus, et on voit bien que c'est pas un film seulement féministe. Moi, sincèrement, le côté quelqu'un qui se dit bah, moi, je peux me situer absolument comme je veux, indépendamment des autres autour de moi, indépendamment de qui je pense être, pour moi, c'est plus un petit éloge timide du transgenrisme. Vu où va le film, vu où il en est, ça m'étonnerait pas en fait. Donc, voilà. Est-ce que transgenrisme timide ou nuance au néo-féminisme excessif, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Et puis l'une des conclusions en fait là-dessus avec tout ce qu'on se dit, ce qui est quand même sidérant, hein, c'est que on parle d'un film. Voilà, le mot patriarcat est répété, 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 répété. Beaucoup de critiques se targuent que c'est rare dans les films que ce soit répété comme ça. Bah, c'est peut-être une bonne raison, parce que si à chaque fois c'est pour faire ce genre de daube, vaut mieux ne pas le dire. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a un film qui, au fond, vous dit, alors oui, c'est vrai, le patriarcat quand même, oh là là, c'est pas bien, vous avez vu, les femmes, c'est pas bien, hein. Et en fait, bah, le patriarcat est renversé comme ça, quoi. Et c'est rigolo. Et en fait, le patriarcat, c'est rigolo. Parce que tu arrives à lutter contre en prenant les femmes, tu les enlèves, tu les fous dans un fourgon, tu leur dis 3 phrases et elles changent d'avis. Donc, au fond, est-ce que le patriarcat, c'est si grave que ça, si tu veux? Et c'est là où le film, mais se prend les pieds dans le tapis et tire contre son camp en permanence. C'est qu'au fond, le message ne passe pas du tout. Même si vous voulez avertir des gens et les intéresser à ces causes-là, tu regardes le film, tu dis, bah en fait, patriarcat, bon, ça va, c'est assez rigolo finalement, c'est léger comme thème. Donc c'est complètement hallucinant. On a le personnage de Ken, pour l'anecdote, ce qui renforce ce que je vous dis, qui découvre le patriarcat quand il arrive dans le vrai monde. Il va à la bibliothèque et il trouve des livres sur le patriarcat. Et il découvre la société autour de lui et il se dit ah ben c'est génial, les hommes gèrent le monde, quoi. Et donc là encore, tu dis le film, c'est pas possible qu'il y ait un scénario sérieux qui ait été écrit. T'as quand même un film qui pendant 2 heures t'explique que le patriarcat c'est inné, que de toute façon, à part à Barbieland, les hommes dominent, c'est comme ça, tu vois, c'est presque dans les gènes que le patriarcat s'installe. Et en fait, tu as un Ken qui déboule et qui découvre ça dans les livres. Donc, ce qui est bien la preuve que le patriarcat n'est pas naturel dans les sociétés. On n'a pas quelque chose d'anthropologique comme on tente de nous faire croire, ou de toute façon, quoi que vous fassiez, les hommes vont dominer, les femmes seront dominées. Donc, ça ne va pas. Ça ne va pas. Alors, là, on va attaquer les pépites. Je vous livre un peu les pépites, les réactions médiatiques avec vraiment du miel. Du miel. Je vous ai dit un peu ce que j'en pensais, les éléments et tout ça. On a eu la réaction dans Libération. Déjà, ça commence bien. D'une philosophe féministe qui s'appelle Camille Froidevaux-Mettery. Alors, je respecte bien évidemment sa profession, mais il y a eu des trucs dans sa chronique sur Libération. Franchement, c'est à crever de rire, hein. La chronique s'appelle Who Runs the World Barbie. Et on a des passages, alors je peux vous en lire plusieurs, hein. Qu'est-ce qu'on a Presque faudrait tout lire. Faudrait tout lire. Alors le personnage de Ken montre avec une force descriptive sans pareil le ridicule et l'insupportable des habitudes et obsessions en régime de domination masculine, hein, en régime de domination masculine. Le terme, là encore, tu vois,
c'est complètement dingue. La scène de bataille par jouets interposés qui oppose les deux camps de Ken brocarde la violence guerrière de ceux qui n'ont de motif d'affrontement que leur virile rivalité, quand celle de la sérénade au Barbie par des guitaristes de plage formatés dépeint le grotesque de la séduction hétéronormée où les femmes doivent nécessairement se taire et admirer. Alors, je ne parlerai pas à la place des couples homosexuels, des gens homosexuels qui se sont déjà dragués, mais je ne savais pas que chanter la sérénade, que parler et se faire écouter par quelqu'un, se faire admirer, c'était un propre de la séduction hétéronormée. Et c'est là où le film, je ne suis pas le seul à le prendre au sérieux, elle est philosophe, donc c'est sérieux en fait. Et donc tu vois, on a des trucs qui sont sidérants. Greta Gerwig, la réalisatrice, a quand même parlé d'une genèse à l'envers. Pourquoi pas. Donc il y a le côté Ken est un accessoire, ça on en a parlé. Il y a l'histoire de elle peut tout faire, lui c'est juste Ken, ça on en a parlé aussi. Alors, il y a des phrases qu'on ne comprend même pas. Le film porte ainsi ce message féministe radical que le bonheur des femmes ne dépend pas des hommes et davantage encore qu'elles sont parfois plus heureuses sans eux, dans les relations d'amitié féminine notamment. C'est sans doute ce qu'ont confusément compris les hordes de masculinistes qui ont inondé les réseaux de diatribes à l'encontre du film. Tu vois. Mais de quoi on parle? C'est-à-dire que ces gens-là sont en train de vous expliquer qu'au fond, si vous êtes une femme, il faudrait être ami qu'avec des femmes, parce que c'est mieux. Enfin, mais vous êtes qui, en fait? Vous êtes qui, comme ça, pour réécrire le réel des gens? C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Alors oui, les Ken sont bêtes, faibles et grotesques, mais le film n'a rien de misandre. Il fustige simplement les masculinités patriarcales. Voilà. Et ce qui est intéressant, et là on est voilà. Après on est chez Libération, ça ne va jamais. Le problème, c'est que quand vous traitez d'idéologie, il y en a toujours des nouvelles. C'est comme les vêtements. Tu auras toujours une collection. Été, printemps, automne, septembre. Là, c'est pareil. Camille Froidevaux-Métairie nous dit le film, c'est comme ça, parce que ça dégomme les hommes, c'est génial. Par contre, il y a un point toutefois sur lequel la dimension féministe du film achoppe, c'est celui des personnes LGBT+. Voilà. Il n'y a pas assez. Ouais. Voilà. Si Greta Gerwig et Noah Baumbach, son co-scénariste, ont choisi de cultiver l'ambivalence d'Alan, c'est leur seul et moindre effort pour donner de la visibilité aux personnes non hétéros dans le film. Voilà. Donc en fait, c'est jamais assez. C'est jamais assez, tu vois. Que ce regret ne nous empêche pas de savourer la joie, de savoir les fondamentaux du féminisme, enfin disponibles dans une version populaire, et ce qui ne gâche rien, hilarante. Tu vois. Là, on est dans les fondamentaux du féminisme. Voilà. Donc le genre de réaction. Alors, Camille Froidevaux-Métairie, elle a aussi déclaré dans Télérama, qui a fait un article très chouette qui propose plusieurs regards de journalistes, de philosophes et tout. Dans Télérama, Froidevaux-Métairie, elle nous dit la pop culture est aussi un soft power concernant Barbie. Donc, en plus, quand je vous dis que tout ça est assumé, on a même des réactions, des commentaires autour du film qui sont assumés. C'est-à-dire que c'est un soft power. Aujourd'hui, regardez quels acteurs du monde international utilisent le soft power pour vous dire où on en est, en fait. C'est qu'au fond, quand elle a raison quand elle parle de soft power. Est-ce qu'il faut voir dans ce néo-féminisme saveur Barbie quelque part des éléments de soft power, donc de guerre, qui sont livrés par les États-Unis, le pays d'où vient ce film? C'est assez assumé, c'est assez clair. Là, on est dans un féminisme, je veux dire, qui n'a rien à voir avec la caissière du Lidl qui se fait insulter de pute sur le parking tous les soirs après sa journée de travail. Vous voyez, on est toujours dans la même chose, toujours dans le même problème. C'est comme l'affaire Weinstein. Le scandale Weinstein concerne des actrices. La chômeuse, la femme qui peut pas foutre une jupe dans certaines villes, dans certaines rues ou quoi. Là, elle est très très loin. Elle n'a pas monté le tapis rouge. Donc, c'est absolument dingue. Camille Fouet. Alors, après, on a aussi un passage qui est très intéressant et j'aimerais saluer cette personne. C'est. Alors, non, Camille Froidevaux-Métairie, dernière déclaration pour vous dire qu'elle est zinzin aussi. Elle nous dit si le capitalisme néolibéral se met au service des idées féministes bien malgré lui, alors c'est bon à prendre. Donc, presque, c'est un résumé en fait. Main dans la main, ce que le capitalisme peut faire de plus malsain et de plus pervers, c'est-à-dire prétendre défendre des causes juste pour l'amour du dollar, et de l'autre côté, le néo-féminisme qui, dans un pas de danse assez similaire, se dit si notre cause avance prétendument et qu'on peut récupérer du pognon, on y va. Sauf qu'on est face à une œuvre qui est avilissante, qui est vraiment
insultante pour les femmes et pour la cause. Donc, dans cet article de Télérama, on a aussi Camille Emmanuel, qui est journaliste et autrice féministe, je lis comme c'est écrit, qui dit quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc c'est là où l'article est chouette, parce que c'est assez contrebalancé. Elle dit: on a clairement passé un cap dans le marketing et le cynisme. Mattel a juste fait un film entier de féminisme washing. Le début du film raconte que Barbie a toujours été inclusive et féministe. Pourtant, j'ai grandi dans les années 80 et je n'ai jamais eu de Barbie noire ou handicapée. On nous fait croire que la Barbie cliché, incarnée par Margot Robbie, n'est qu'une Barbie parmi d'autres, mais c'est faux. Donc on voit que, en plus, même dans les milieux féministes, parce que ce film vend la version de toutes les femmes pensent pareil et le féminisme c'est ça. Et en fait, pas du tout. On comprend bien que c'est toujours ces nuances, et qui vont même à l'encontre de ce que le film prétend défendre. Parce que, alors bien sûr, un petit point rapide, ce que le film ne montre pas, parce qu'en plus c'est un film de propagande de Mattel, c'est juste une pub, c'est une publicité. Par exemple, la Barbie voilée n'est pas dans le film. Elle existe, c'était un hommage à la sportive, l'escrimeuse américaine Ibtija Muhammad. Elle avait eu sa Barbie dans la collection des Barbies de personnalités célèbres. Ça, c'est pas dans le film, tu vois. Donc on a en plus quand même un choix qui est fait sur ce qu'il faut montrer ou pas. Et puis, mine de rien, ce que le film ne dit pas, en réécrivant le réel, en nous montrant le personnage, la créatrice de Barbie, une petite dame tout à fait mignonne, tout à fait sympatoche et tout ça. En fait, il y a quand même plein de zones d'ombre qui ne sont pas évoquées. Par exemple, alors c'est une idée qu'elle a chippée en Autriche d'abord. Après ça, à la limite, ça c'est pas très grave. Mais donc, tu vois, on a des histoires sur ce qui se passe au début. Il y a une histoire avec un psychologue, c'est hallucinant, ça je veux vous le dire. Comment la Barbie a été conçue, c'est hallucinant. Voilà, la créatrice a fait appel au psychologue autrichien et expert en marketing Ernest Dichter, surnommé le manipulateur. Il mène des entretiens auprès de panels de consommateurs, principalement des mères de famille, rebutées elles aussi par l'apparence du jouet qu'on leur met dans les mains. Mais c'est en entendant une petite fille vanter l'apparence soignée de la poupée que l'expert tient son accroche. Il a compris que c'était la clé, explique M.J. Lord, auteur de Forever Barbie, The Unauthorized Biography of a Real Doll, dans un documentaire Netflix. Si les mères avaient peur que leur fille soit vue comme une fille facile, elles étaient encore plus terrifiées par l'idée qu'elle ne trouve pas de mari. Si sa gamine pouvait prendre exemple sur Barbie pour se mettre à son avantage, alors la mère était prête à oublier sa poitrine. Donc voilà comment celle qui a inventé Barbie, la logique psychologique qu'elle a utilisée. Et dans le film, on vous explique qu'elle est géniale. Alors, elle a fait un petit peu de fraude fiscale, mais ça va, tu vois. Pareil, les dirigeants de Mattel lancent la première production en série au Japon. Dans les usines, maîtrisent à l'époque le rotomoulage de plastique à bas coût. Pareil, dans le film, on voit pas ça. On voit pas la petite fille qui les fabrique, les Barbies. Enfin, en tout cas, la jeune femme ou la femme qui les fabrique, tu vois, et qui joue pas avec. On la voit pas dans le film, cette Barbie-là. C'est assez rigolo. C'est Barbie ouvrière, Barbie esclave. On l'a pas. Ça, c'est con, c'est dommage. Il y a plein de choses comme ça. Alors, sur cette histoire de fraude fiscale, c'est ici. Ruth est inculpée pour fraude en 1978 suite à une enquête de la SEC, le gendarme de la bourse américaine. Alors que les ventes de Mattel sont en chute libre, la dirigeante est accusée de falsifier les bons de commande. La mère de Barbie est écartée de la société et condamnée à des heures d'intérêt général. Tu vois. Voilà le personnage que c'est. Tu vois. Donc, le côté, la petite Dame toute mimi humaniste, je suis quand même pas certain. Mais pour conclure, les amis, et pour finir là-dessus, parce qu'on a fait quand même une belle séquence, mais je voulais revenir avec vous. Je dis si ça vous a plu, bien sûr, si vous en voulez d'autres. Voilà, je vous entends pas, Houston. On a une phrase magnifique et je voulais vraiment lui rendre un coup de casquette parce que une dame qui s'appelle Marie-Jo Bonnet, qui est spécialiste de l'histoire du mouvement féministe et pionnière du mouvement de libération des femmes. Marie-Jo Bonnet a vu le film Barbie. Elle a fait un article dans Marianne. Et c'est une femme que je trouve extrêmement brillante, qui a des théories, qui défend des idées aujourd'hui et qui les défend durement parce qu'elle se fait beaucoup attaquer, notamment sur la question du transgenrisme. Est-ce que le transgenrisme est un ennemi du féminisme ? Ça, c'est une question extrêmement complète et complexe. Et elle écrit un papier, je vous le partage volontiers parce qu'il est vraiment extraordinaire, avec une phrase que je trouve magnifique à la fin. Je vous lis le dernier paragraphe concernant le film qu'elle critique. Je vous lis le dernier paragraphe. Qui suis-je ? Se demande-t-il, donc en parlant de Ken, la scène à la fin.
Qui suis-je, se demande-t-il, si Barbie ne veut plus que je l'aime? Eh bien, je le sais à présent. Je suis moi, Ken est moi, car moi c'est moi, et toi t'es toi, comme disait un psy pour résumer la problématique identitaire de notre époque. Tant de perversion dans la promotion d'un objet inanimé fait peur. Au lieu de dénoncer le patriarcat, la réalisatrice récupère sa dénonciation pour mieux le valider, et valider du même coup un capitalisme américain capable de s'acheter le talent d'une cinéaste pour doper un produit dont les petites filles ne veulent plus. Se projeter dans une poupée pour une petite fille, n'est-ce pas le comble de l'aliénation? On ne naît pas femme, mais on peut mourir Barbie et barbante. Ah là, et là, j'ai envie d'applaudir. Et là, j'ai envie d'applaudir. Marie-Jo Bonnet, n'hésitez pas vraiment à découvrir ses travaux si vous avez l'occasion. C'est tout à fait formidable. Donc, voilà les amis, quelle magnifique conclusion sur cette histoire de Barbie qui finalement, je ne le dirai pas, n'est pas une merde, n'est pas un film de merde. Il faut le voir il faut le voir comme un thermomètre de l'époque et c'est en cela que c'est intéressant.